raison de la forme du crâne, lorsqu'ils sont sous une forte chaleur et brûlés, par couches successives, s'en vont, sont repoussés, si vous voulez, du crâne par la chaleur interne, etc. Donc il y a eu une explication, un expert qui nous a donné cette explication sur la nature de ce trou, qui c'est vrai, quand il a été vu précisément lors de l'autopsie, ne montre aucun lien avec l'usage d'une arme manuelle, comme un marteau ou quelque chose comme ça, ou bien même comme une arme à feu. Cette explication, donnée par des experts assermentés, ne convainc pas les sceptiques. Dernier élément jugé troublant, mais aujourd'hui difficilement vérifiable, lors de sa première enquête, Cruz avait recueilli les confidences du responsable des pompes funèbres de Lignières. Cet homme, aujourd'hui décédé, avait fait part à l'époque de son étonnement en recevant l'urne funéraire d'Andançon. C'est les gendarmes de là-bas qui ont restitué ce qui était en principe les cendres, enfin les restes, dans le but qu'il y ait un enterrement ou une incinération en bonne forme, enfin une cérémonie à Lignières. Et donc le type des pompes funèbres m'explique qu'on lui a remis une petite boîte avec rien dedans, quoi, c'est terrible de raconter ça comme ça, mais enfin avec des cendres et quelques débris d'os. Et lui, en tant que professionnel, malheureusement de la chose, il me dit, écoutez, ça il y a vraiment, c'est un truc de fou, c'est pas possible. En dépit de l'enquête du colonel Plane, des spécialistes de l'investigation veulent croire à une autre version, l'assassinat. Cette rumeur va remonter jusqu'à la direction centrale des renseignements généraux à Paris, qui décide de faire travailler plusieurs personnes sur le dossier. Nous sommes en 2001, un an après les faits. L'enquête officieuse va être confiée entre autres à Hubert Marty-Vraillance, ancien commissaire divisionnaire, aujourd'hui révoqué. Ce personnage controversé a également travaillé sur la mort de Pierre Bérégovoy, qu'il a bien connu quand il était en poste dans la Nièvre, et logiquement, son enquête l'a amené à s'interroger également sur le suicide de James Andançon, auquel il ne croit pas du tout. Non, on ne va pas dire qu'il y a des complots partout, mais il y a quand même des affaires d'État qui existent. C'est pas un rêve. Tous les pays en connaissent, toutes les époques en connaissent, donc à tous les moments, il y a des règlements de compte, il y a des affaires, il y a des disparitions organisées, il y a des meurtres. Ça fait partie de l'histoire de toutes les sociétés humaines, que ce soit en Occident, en Orient, en Afrique. Il y a toujours des morts violentes, il y a des querelles de pouvoir, il y a des querelles d'argent, il y a des querelles dans les affaires. On veut s'emparer de telle et telle société, avoir un marché avant le concurrent, enfin avoir une information qui vaut cher avant l'autre. Ça fait partie des cours de l'histoire et de la vie. Donc c'est pas pour faire une espèce de dérive conspirationniste, comme on l'a dit de façon abusive. On n'est pas des rêveurs. On est là pour mettre des faits les uns après les autres et se dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Hein, il y a une succession d'événements, une suite d'événements un peu bizarre qu'il faut qu'on s'y intéresse d'un peu plus près. Premier élément bizarre, recueilli par l'ex-commissaire des renseignements généraux, la visite de 3 hommes au domicile d'Andançon le soir du 4 mai, c'est-à-dire au moment exact de la découverte de la BMW sur le plateau du Larzac. C'est le matin que les gendarmes viennent prévenir Madame Andançon qu'on a trouvé un corps dans le Larzac qui serait sans doute celui de son mari. Mais nous avons aussi d'autres informations qui nous disent que le soir même de sa disparition, Madame Andançon aurait reçu une visite. Une visite de certaines personnes se réclamant de la DST et lui disant que son mari allait être officiellement suicidé, mais que la réalité était peut-être différente. À partir de là, les choses prennent une autre tournure. Au téléphone, Madame Andançon nous a confirmé cette curieuse visite, mais sans pouvoir nous préciser s'il s'agissait vraiment de policiers de la DST. À défaut d'éléments plus tangibles, l'ancien commissaire divisionnaire Marty Vraillance, emboîtant le pas à plusieurs autres spécialistes de l'investigation, va tenter de trouver dans la vie d'Andançon des raisons qui auraient pu provoquer une mort violente. Les éléments qu'ils vont apporter sont ténus, obscurs, parfois même irréalistes. D'autres, au contraire, sont troublants, confondants. Ils font apparaître un autre James Andançon. Derrière le photographe des stars, derrière l'ami des politiques, derrière le gentleman farmer, il y aurait eu un autre homme. Et cet homme se fait remarquer pour la première fois le 1er mai 93, le jour de la mort de l'ancien Premier ministre, Pierre Bérégovoy. Ce que je sais de la relation
Entre Pierre Bérégovoy et James Sandanson, c'était une relation de classe. C'est-à-dire des gens de la classe inférieure qui fréquentent le gratin. Voilà, c'est ça le lien entre eux. Et d'ailleurs, c'est le lien qu'a entretenu Pierre Bérégovoy avec d'autres personnages très emblématiques comme Bernard Tapie. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent eux tous au sommet, mais dans un monde qui n'est pas le leur, et dans un monde dans lequel on ne veut pas d'eux. Ça, c'est très important. Enfin, c'est plus important pour Bérégovoy que pour James Sandanson. Voilà, ça c'était leur lien. Et ce qui a fait que James Sandanson est devenu le photographe, plus ou moins officiel, enfin je dis plus ou moins parce qu'il y a eu d'autres photos, mais le photographe officiel de Pierre Bérégovoy. En outre, on sait que les époux Bérégovoy allaient régulièrement déjeuner ou dîner donc chez les époux Andanson, qui habitaient du reste pas très loin de Nevers, à une cinquantaine de kilomètres. Voilà. Et je pense qu'il y avait un vrai lien d'amitié entre Bérégovoy et James Sandanson, puisque quand Bérégovoy est attaqué sur son fameux prêt à 0%, Andanson lui-même téléphone à Pierre Bérégovoy pour lui dire « Écoutez, si vous avez besoin d'un coup de main, il faut vous défendre, moi je suis là, il n'y a pas de souci, etc. » Voilà. Dans son livre, Éric Reynaud affirme que l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy aurait été assassiné. Sa thèse est la suivante. Bérégovoy est tenu responsable de la défaite socialiste aux législatives de 93 et attaqué de toutes parts suite au scandale du prêt immobilier sans intérêt que lui avait accordé l'homme d'affaires Patrice Pelat à Mine Mitterrand. Bérégovoy est un homme seul. Tout sauf dépressif. Bérégovoy aurait au contraire décidé de faire face. Jugé dangereux par certains, il apparaît comme incontrôlable. Il posséderait certains dossiers compromettants sur d'autres hommes politiques. Et puis selon Reynaud, il n'y a pas eu un mais deux coups de feu tirés sur le canal. Mais alors que vient faire James Sandanson dans cette sombre histoire? Une enquête de la DCRG, enfin à la demande de la DCRG apparemment, démontre que Andanson a pu être l'intermédiaire entre des gens et Bérégovoy pour un rendez-vous donc le long du canal à 18h le 1er mai 93. La version des enquêteurs, c'est que effectivement Andanson était un petit peu dans le coup. Plutôt qu'à une balade solitaire, ce serait donc alors à un rendez-vous secret qu'était convié l'ancien Premier ministre Bérégovoy. Manipulé ou complice? Quel fut vraiment le rôle de James Sandanson, l'ami de Bérégovoy, dans cette affaire? Toujours est-il que cette proximité entre le photographe et l'homme politique va prendre une toute autre ampleur quand on sait que 4 ans plus tard, le photographe se trouvera de nouveau dans les parages d'un autre lieu de mort violente qui va faire encore beaucoup plus de bruit médiatique. Le personnage d'Andanson est vraiment énigmatique et ambigu. On le trouve autour de plusieurs morts suspectes. Indubitablement, on le trouve auprès de plusieurs morts suspectes. Alors, je dirais les deux plus célèbres qui ont retenu notre attention, c'est autour de Pierre Bérégovoy, puisqu'il faut reconnaître, il faut le dire, Andanson était un des photographes accrédités attitrés de l'hôtel Matignon depuis Raymond Barre, donc tous les premiers ministres le connaissaient, il les accompagnait lors de leurs déplacements en France ou à l'étranger, et il serrait de près, on peut dire, Bérégovoy jusqu'à sa mort énigmatique le 1er mai 93. Il serrait aussi de près la princesse Diana, ainsi que Dodi El-Fayed les dernières semaines de leur vie. Mais le roman de James Sandanson ne fait que commencer. Sinon d'ailleurs ça ne serait pas un roman. 4 ans après la mort de Pierre Bérégovoy, une nouvelle rumeur va venir frapper James Sandanson. La justice va s'intéresser de très près à lui suite au terrible accident qui a coûté la vie à Lady Di et Dodi El-Fayed, ici, dans ce tunnel de l'Alma. 31 août 97, Paris. Cette histoire-là, vous la connaissez par cœur. Une Mercedes noire, poursuivie par une meute de photographes, s'apprête à prendre le tunnel de l'Alma. À l'intérieur, en compagnie du chauffeur et d'un garde du corps, 2 passagers de marque, Dodi El-Fayed et la princesse Diana. Pour semer les paparazzis, le chauffeur Henri Paul appuie sur le champignon jusqu'au fameux 13e pilier du tunnel. Très vite, la responsabilité des photographes est pointée du doigt dans l'accident. Puis vont apparaître des éléments troublants, à commencer par une mystérieuse Fiat Uno. Une Fiat Uno vue par certains témoins ce soir-là au sortir du tunnel de l'Alma. Une voiture dont on retrouvera des traces de peinture sur l'aile avant droite de la Mercedes.